sur 10 personnes dans son entourage, quand tu vas dire ce que tu veux faire, tu en as allez, on va dire entre 5 et 8 qui vont de suite trouver une façon de ne pas faire, en te disant: «Non, mais c'est pas fait pour toi. Non, mais c'est pas possible. Non, mais regarde, t'es trop maigre. Non, mais t'es trop con à l'école», et cetera, et cetera. Par contre, si toi, tu sais ce que tu veux faire, bah, prends toute cette négativité des gens, transforme-la justement en rage et va au bout de tes objectifs, fonce et fais. Et en fait, tu ne peux avoir des regrets que si tu as essayé. Il faut pas en avoir si t'as pas essayé. Parce que les regrets, quand on n'a pas essayé, c'est trop facile puisqu'on n'a pas essayé. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'un ancien membre des forces spéciales afin de parler une fois de plus de cette prestigieuse unité de l'armée française et également une fois de plus de reconversion professionnelle. Après Louis Saillant, Joanne Lara ou encore Alex French Sass, nous avons interviewé pour vous Teddy Palassi, un ancien commando marine devenu coach sportif après 16 ans passés dans la marine nationale. Dans ce passionnant entretien, il revient sur son parcours et partage de très bons conseils pour intégrer les unités d'élite. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Teddy, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Ouais, salut Frédéric, donc je m'appelle Teddy Palassi, j'ai 42 ans. J'ai passé 16 ans dans la marine nationale, 8 ans en groupe d'intervention chez les commandos marines et 8 ans dans la préparation physique générale et la préparation physique opérationnelle du coup. Et j'ai terminé à la cellule responsable de la cellule préparation physique et sport de combat, toujours chez les commandos marines à Lorient. D'accord. Comment t'es venue l'idée de t'engager dans les commandos marines? C'est quoi qui t'a poussé à passer le cap? En fait, à la base, il y avait pas vraiment j'ai jamais pensé, hein, je connaissais pas du tout les commandos marines puisque j'habitais en Allemagne et mon père était militaire, mais j'en ai jamais entendu parler. Et puis un jour, comme au niveau scolaire, c'était vraiment pas très très glorieux, j'ai vu un camion de la marine nationale, du centre de recrutement, qui était venu sur le parking. Je suis monté dedans pour me renseigner, puisque voilà, j'étais quand même assez bon en sport depuis tout le temps, donc comme voilà, je voulais axer, on va dire, mes objectifs par rapport à ces compétences-là. Et du coup, j'ai vu une image avec un Zodiac, avec des mecs dessus avec un béret vert et marqué devenez force spéciale, chuteur opérationnel, instructeur sport de combat. Et je me suis dit, waouh, bah voilà, c'est ce que je vais faire. Mais vraiment sans grande conviction, vraiment, parce que c'était c'était un choix en fait. C'était par échappatoire, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai dit au gars que je voulais faire ça. Donc le responsable dans le véhicule, c'était un maître principal. Et quand je lui ai dit que je voulais faire commando marine, j'avais 18 ans, donc il m'a vu, j'avais un gabarit un peu assez maigre. Et il m'a regardé en me disant: «Mais en fait, c'est pas fait pour toi. Les commandos marines, c'est des tueurs, les mecs, c'est des monstres, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent», et cetera, et cetera. Je lui ai dit: «Bah, ouais, OK». Et puis il me dit: «Bah, tu fais quoi?» Je lui dis: «Bah, là, je suis en bac STT», donc c'est l'ancien bac G, c'est un bac à bon marché, hein. Je lui ai dit: «Je vais passer ce bac-là et je suis en informatique de gestion avec donc comme spécialité en plus». Et là, il me dit: «OK, bon, bah, si tu es en informatique de gestion, et ben, tu vas plus aller dans les sous-marins, faire informaticien d'informatique spécifique dans les sous-marins». Et je lui dis: «Bah, non, en fait, sous-marin», il me dit: «Si, si, de toute façon, c'est pour toi, c'est ça, puisque tu as fait ton bac et tout». Donc je rentre chez moi, puis je réfléchis avec mon père qui était, voilà, qui était dans l'armée, donc on discute et puis il me dit: «Non, non, c'est soit la Légion, soit les commandos», et je dis: «Bah, ouais», je dis: «Mais le mec il m'a dit qu'il fallait que j'aille dans les sous-marins». Il me dit: «Mais non, non, et tu vas pas dans les sous-marins, tu vas voir demain et tu fais ton dossier pour les pour les commandos». Donc le lendemain, il était encore sur le parking et puis je rentre dedans et je lui dis: «Bah, voilà, en fait, je veux pas rentrer dans un sous-marin. Déjà, c'est pas ce que je voulais faire. Je veux rentrer dans un commando». Bon, il me dit: «Bon, bah, OK, bon, bah, je vais faire ton dossier». Mais vraiment, lui, en fait, dans ses yeux, il y croyait pas du tout, hein. C'est vraiment, en gros, c'était pour me faire plaisir. Il m'a dit: «Bon, bah, je vais faire ton dossier». Et puis voilà, donc il m'a donné les différents éléments pour pouvoir commencer les tests et puis les tests qu'il fallait faire, tout le dossier, puis tout le cheminement pour commencer, on va dire, cette carrière. Comment ça se passe concrètement justement pour un jeune de 18 ans qui veut rentrer dans les commandos marines? C'est quoi les étapes? Alors en fait, les étapes, elles ont un petit peu évolué. Moi, en tout cas,
Avant, en fait, il y avait deux, on va dire, il y avait deux, allez, même trois voies. Il y avait soit des mecs qui étaient déjà appelés, qui avaient déjà fait leur service militaire, qui après continuaient dans la marine nationale, et après, une fois qu'ils continuaient dans la marine nationale, ils allaient au brevet élémentaire fusilier marin. Donc, ils pouvaient continuer, ils s'engageaient, donc brevet élémentaire fusilier marin. Et après le brevet élémentaire de fusilier marin qui durait 4 mois, ils passaient les sélections commando pour commencer le stage. Et s'ils réussissaient, hop, ils commençaient le stage. Et après, on partait pour les 8 ou 9 semaines de stage commando. Ensuite, il y avait l'autre partie qui est la mienne. C'est moi, je me suis engagé donc directement. Ça s'appelait les EULD, je crois, c'est engagement initial longue durée. Et j'ai signé pour 8 ans. Je suis allé à Cherbourg, donc à l'époque, il y avait à Kirkeville, on allait faire nos classes. Donc c'était en 97, il y avait 2 mois de classe. Pendant ces 2 mois, bah, tu apprends un peu la partie militaire, c'est-à-dire bah, les grades, tous ces petits trucs-là. Après ces 2 mois-là, si tu es sorti de ces classes-là, parce qu'il y en a qui ne sortent pas, parce que c'est pas vraiment de l'armée, n'est vraiment pas fait pour eux, tu vas après, nous on est parti à Lorient, donc à Lorient tu as 4 mois de brevet élémentaire, donc ça te fait déjà 6 mois après de formation, où là les 4 mois de brevet élémentaire, c'est apprendre le métier pas apprendre le métier, pas de fusilier marin, mais j'ai plus envie de te dire, avec quelque chose qui manque maintenant, c'est apprendre la rusticité. Et dire qu'on va faire de la topographie, on va apprendre les armes, on va faire beaucoup de choses. Donc, quelque part, pour moi, ça a été c'est la préparation physique pour le stage commando. C'est pendant 4 mois. Et au bout de ces 4 mois, il y en a qui sont volontaires ou pas stage commando. Ceux qui sont volontaires passent les épreuves pour être retenus. Et si on réussit aux premières petites sélections, et ben après, on embraye 2 mois après sur le stage co. Comme on embraye pardon, sur le stage co qui va durer à peu près 2 mois. Et puis, une fois qu'on sort du stage co, on est breveté. Et ensuite, il y a le stage para, où on est breveté para. Et ensuite, on va au commando. Donc, en gros, on peut dire entre 6 et 8 mois pour vraiment arriver au sein d'un groupe. D'accord. Comment toi tu l'as vécu? Ça a été une épreuve vraiment difficile pour toi ou ça a été quelque chose quand même que tu t'es dit, ouais, j'ai quand même pas mal géré le truc. Alors, dans cette partie-là, il y a eu 2 phases, 2 grosses phases. C'est que j'étais vraiment, j'ai toujours été hyper tonique, hyper physique sur des mouvements très simples. Ça veut dire les pompes, les tractions, les parcours. Pour moi, ça posait vraiment aucun problème. La partie que je redoutais à chaque fois au stage co, et c'était toutes les parties aquatiques. Parce qu'en fait, c'est pas que je peur de l'eau, pas du tout. C'est juste que l'eau froide, H24, tout le temps mouillé, de nuit comme de jour, les parcours aquatiques qui sont éliminatoires, c'est toujours ça, parce qu'il suffit d'un jour où tu n'es pas en forme et qu'il faut rentrer dans ces fameuses cuves et que tu n'arrives pas à aller chercher le plongeur, bah, tu es éliminé. Voilà, c'est plus là-dessus. Parce qu'après, toutes les autres épreuves, moi j'ai eu la chance bah, justement de physiquement d'avoir certaines capacités, d'être bien sur cette partie-là. Ce qui a fait qu'au bout des 3 premières semaines, j'ai eu le béret vert provisoire, c'est-à-dire que le meilleur sur la partie physique des 3 premières semaines, on lui remet un béret vert sans le badge commando, mais c'est pour motiver, pour montrer à tout le monde. C'est-à-dire que quand on va bouffer, quand on est en rang, on voit que dedans, il y a un mec qui a le béret vert provisoire. Ça ne veut pas dire qu'il est sûr de sortir du stage co, mais ça, voilà, ça donne un coup de boost supplémentaire. Donc moi, j'ai eu le béret vert provisoire au bout des 3 premières semaines, j'étais premier. Et ensuite, je l'ai perdu la semaine d'après, parce qu'il y a sur une topographie avec différentes choses. Et puis voilà, et puis il a bougé au deuxième, etc. etc. Donc voilà, après, comment je l'ai appréhendé? Moi, je l'ai appréhendé de manière à... Il y a eu des moments de doute, comme tout le monde, je pense, dans ce stage. Mais en fait, fonctionner étape par étape. Ça veut dire chaque jour de gagner, c'est un jour en moins. Et c'est ce que je me disais. Parce qu'en fait, c'est interminable. On se lève le lundi matin, on commence le stage call le lundi matin, on se couche le vendredi soir. Et entre le lundi et le vendredi, on a entre 4 et 6 heures de sommeil cumulé, parce qu'en plus on dort pas dans les lits, etc. On dort dehors, on travaille de nuit et tout. Donc à chaque fois que le soleil se levait, je dis voilà, c'est un jour de moins. Donc ça fait long, hein, c'est un peu comme le prisonnier qui vient faire avec ses petites barres et puis qui vient barrer. Mais c'est un peu ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est l'influence collective. Parce que quand il y a des gros moments de doute, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est exténué, et ben, le fait d'être en groupe, c'est ce qui nous permet justement d'aller plus loin. Parce que là où à un moment, moi j'ai pu avoir des doutes, ben, c'est mon collègue qui va me dire non, allez, lâche pas maintenant, on a déjà fait 2 semaines. Et puis là où lui, la troisième semaine, il a un gros doute, moi, il va dire non, pas maintenant, rappelle-toi, on a commencé pour ça. Et en fait, c'est cette influence collective qui, moi, comment dire, euh, pas me conforte, mais c'est grâce à cette influence collective, je pense que la plupart des personnes en sortent du stage co. Parce qu'un stage co comme ça, tout seul, je pense que c'est pas possible, puisqu'il y a du matériel à soulever, il y a pas mal de choses à faire.
mais on l'aborderait différemment parce que avec la pression des instructeurs, avec tout ce qu'on doit faire, le sommeil, quand tu es fatigué, il y a personne qui va dire bon ben allez continue, non, tu es fatigué, t'en peux plus, tu bon bah j'arrête en fait, c'est la facilité. Et après comme on dit, hein, la fameuse phrase, hein, on met le cerveau sur off et puis voilà, il y a pas à se poser de questions. Hmm. Comment vous faites pour gérer, quand vous êtes stagiaire comme ça, à la fois le côté cohésion, groupe dont tu viens de me parler, mais aussi le côté concurrence quelque part, parce qu'au final, tout le monde va pas être admis tout le monde va pas devenir commando marine, et ça, il y a un classement, ce genre de truc. Comment ça se gère ça au quotidien? En fait, le stage commando, justement, c'est pas un concours où où le meilleur va sortir, etc. C'est vraiment une épreuve. Le premier stage co est vraiment une épreuve collective. Quand je dis collective, ça veut dire que peu importe qu'il y en a un qui soit plus mauvais que toi à un moment donné, il sortira du stage co s'il doit sortir. Après, c'est juste que peut-être par choix, on va dire, si les premiers peuvent choisir dans quel commando ils vont, les autres ont peut-être moins le choix. Mais après, c'est pareil, puisque chaque commando maintenant c'est les mêmes commandos. Après, chaque commando, il y a des spécificités entre les SNO et les CTLO. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de concurrence entre nous. En fait, c'est, si tu veux, c'est comme si c'était un peu de la performance individuelle au sein du collectif. C'est-à-dire que ta force, en fait, elle va servir au groupe à chaque fois. Et en fait, nous, à aucun moment, on se pose la question de savoir, putain, ben moi, il faut que je sois devant lui. Non, en fait, c'est pas grave parce que c'est un classement qui veut rien dire pour nous. C'est-à-dire que si je sors sur 8 personnes, je sors huitième, je suis sorti du stage co. Après, quand j'arrive au commando, c'est pas parce que je suis sorti huitième que je vais pas faire plus de missions que celui qui est sorti premier. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence entre nous. La seule concurrence que tu peux avoir, c'est toi contre toi-même. C'est être capable d'aller au bout et de sortir de ce stage. Hmm. T'as Je sais appris pas sur si c'est toi? clair ce que je viens de dire, parce que des fois je me perds un peu dans les mots, mais c'est. Ah, c'est très clair, c'est très clair. Qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant ce stage, pendant tout ce parcours même dans l'institution? Euh, en fait, pour moi, c'est l'école de la vie dans le sens où j'ai vu mes limites physiques. J'ai vraiment vu mes limites physiques, chose que je n'aurais jamais pu tester. C'est pas en faisant un petit stage d'une semaine sans dormir, etc. Tu peux pas. Donc là, j'ai vraiment vu mes limites physiques, hein. Les limites physiques, c'est d'être capable en mangeant de plus trouver sa bouche avec la fourchette et de s'endormir comme un pauvre type devant son plateau repas, de marcher en dormant et puis dès que tu t'arrêtes, tu tombes parce que t'as plus de force. Voilà, tous ces petits trucs là. Euh, Ça m'a aussi montré en fait que pour moi en fait le corps humain on est capable de tout. C'est-à-dire que là maintenant au jour J, là aujourd'hui tu me dis de refaire de suite le stage co, je sortirai peut-être pas du stage co parce que je suis pas prêt, mon corps il a pas été préparé, donc tu me fais une première nuit, tu me fais une première semaine, au bout de la deuxième semaine je te dis non écoute j'en peux plus, je suis crevé, je comprends rien, je suis fatigué, j'arrive pas à récupérer, etc., etc. Là, en fait, ça m'a montré aussi que une fois que le corps il s'adapte à un rythme, tu suis le rythme. C'est dur, forcément c'est dur, mais le corps il s'adapte. Et j'ai jamais été aussi performant sur des parcours, par exemple, ou sur des courses avec sac, des marches avec sac, etc., que quand j'avais pas dormi. Parce que tu as toute la phase adrénaline, noradrénaline, le corps en fait qui se met un petit peu en mode survie. Et en fait, en mode survie, bah, tu es capable de tout. Donc là, l'expression vraiment qu'on est capable de tout, bah, tu le ressens en stage co. Parce que tu te dis, mais comment je fais encore pour courir aussi vite alors que j'ai dormi 2 heures, quoi. Comment je fais pour soulever, courir avec 17, un sac de 17 kilos et faire cette marche-là dans le chrono qui m'est donné et je réussis dans les premiers alors que je suis blessé au niveau du genou. Voilà, c'est tous ces petits trucs-là. Donc moi, ça m'a appris vraiment à repousser les limites et surtout de d'arrêter de se plaindre pour rien parce qu'en fait, on peut se plaindre de tout en fait. Tout est difficile. On est dans un monde où tout est difficile, mais dès qu'il y a une petite épreuve, ben, du coup, certains s'arrêtent parce que ça devient trop dur. Ben non, en fait, ça m'a appris aussi, ben, dès que c'est dur, ben, forcément, il faut, au lieu de s'apitoyer, il faut trouver un moyen il faut trouver une solution à ce problème et il y a toujours une solution. Après, ça ne veut pas dire qu'elle va marcher, hein, mais il y a toujours une solution. Et donc, il faut essayer, en fait. Vaut mieux essayer et pas réussir que de ne rien faire, tout simplement. Donc voilà, moi ça m'a appris vraiment plus, on va dire, des choses sur moi et de savoir vraiment de quoi j'étais capable. Est-ce que tu as expérimenté ça après, pendant des missions? Parce qu'au final, ce stage commando, c'est pas juste pour le plaisir de faire souffrir des gens, c'est quand même pour préparer des gens à partir en opération, à prendre des risques, à pouvoir compter les uns sur les autres.
Est-ce qu'à un moment donné, tu sais, on dit guerre, entraînement difficile, guerre facile. Est-ce que ça, tu l'as ressenti pendant des opérations sur le terrain? Alors sur les opérations, moi, perso, ouais, je l'ai ressenti sur la partie vraiment, cette partie aguerrissement et c'est vraiment ce mental d'acier. De quand on fait des exercices ou des missions où c'est vraiment merdique, où c'est vraiment chiant, bah, du coup, au lieu de dire: «Bon, bah, ouais, c'est pas possible, machin» et ben, on continue et puis on fait les choses. Après moi, dans les missions que j'ai faites, ça n'a rien à voir avec les missions de maintenant, hein. C'est-à-dire que, les grosses missions qui sont arrivées, après mon départ, je pense qu'il y avait encore plus d'engagement. Il y a encore plus d'engagement parce que c'est des missions qui sont arrivées, des vraies missions de guerre, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à une époque où il n'y avait pas tant de missions, il y avait quelques missions, c'était beaucoup d'exercices et quelques missions, mais on va dire pas vraiment super, super dangereuses, mais dangereuses ou pas, en fait, il faut qu'on garde quand même, nous, notre façon de faire. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Et, et ça, oui, tu le retrouves tu le retrouves à travers des exercices qui sont chiants, à travers des manips où il faut garder son sang-froid quand on fait des exercices de nuit avec des embarcations, quand la météo est pas favorable, avec les hélicos et tout, et des fois il y a des petits incidents. Bah, ces incidents-là, c'est grâce à tout ça que j'ai pu les gérer, parce qu'il y a forcément des incidents. Voilà. Tout ce que tu vois pendant le stage co, tu as forcément, à un moment ou à un autre, tu le mets en application après, quand tu es au commando. Sous différentes manières, hein, mais tu le mets forcément en application. D'accord. Tu as ensuite quitté l'armée pour te lancer dans une deuxième carrière, en fait, qui est plus ou moins liée à la première, puisque tu es resté dans la thématique sport, aussi opérationnel. Enfin, opérationnel sur tout ce qui est. Tu suis de près euh, l'actualité de l'armée aussi, parce que tu formes des opérateurs avec tout ce qui est programme sportif. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, au bout des 8 premières années, après, au niveau familial, ça devenait assez compliqué. Donc, il fallait trouver une autre voie. Et à ce moment-là, il y avait, la spécialité sport qui était créée. Mais quand je dis la spécialité sport, avant, le sport, c'était un certificat. Ça veut dire qu'on pouvait faire moniteur de sport en quittant, les commandos, mais c'était juste un certificat et une fois qu'on était moniteur de sport, après, au grade de maître principal, je crois, on revenait dans la spécialité, mais en tant que fusilier marin. Donc c'est-à-dire qu'on n'allait plus au commando, mais on se retrouvait fusilier marin, qui est un peu plus de la protection et qui est quand même, totalement différent de ce que font les forces spéciales. Et moi, quand cette spécialité sortait, en fait, c'était vraiment une spécialité. C'est-à-dire qu'il fallait faire un changement de spécialité et après, peu importe le grade, je restais dans la spécialité sport. Donc du coup, j'ai repassé donc j'ai quitté le commando, je me suis préparé, donc je me suis repréparé pour les tests physiques pour faire moniteur de sport. Donc les tests physiques pour être moniteur de sport dans l'armée, c'était basé à l'époque sur les barèmes d'athlétisme, que je dis pas de bêtises, un truc comme, pas championnat de France, mais c'était des barèmes qui étaient quand même assez élevés. Donc il fallait vraiment se préparer. Il faut vraiment se préparer. Je me suis préparé, je suis rentré à Fontainebleau. Là, j'ai refait 8 mois de cours à Fontainebleau, donc au Centre national des sports de la défense, le CNSD. Et je suis sorti moniteur de sport. Et de cette partie moniteur de sport, je suis revenu à Lorient. À Lorient, j'ai fait une première phase en garnison, donc j'avais toujours contact avec les copains au commando où je passais. Et puis voilà, on faisait différentes petites choses sportives. Mais après, là où je me suis vraiment éclaté, c'est que j'ai repassé après l'instructeur sport de combat, où c'est à peu près 2 mois et demi, 3 mois à Fontainebleau, où là, on a des tests de sélection en sport de combat avec un niveau qu'il faut avoir. Moi, je me suis retrouvé avec, il y avait 6 copains du GIGN qui étaient là, 2 mecs de l'armée de terre et un mec de l'armée de l'air. Je crois on n'était pas beaucoup. On a donc ces 2 mois, 2 mois et demi où on se frappe pas mal dessus en fait. C'est très très physique. Donc il faut remettre voilà, tous les jours sport de combat. Il y avait à peu près entre 6 et 8 heures par jour en fait, de toute façon, pendant les 2 mois et demi de sport de combat. Et une fois que je suis sorti de là, je suis revenu à Lorient. Et parce qu'à chaque fois qu'on part à un cours dans la marine, en fait, c'est une sortie courte, tu n'es pas sûr d'avoir ce que tu veux en fait comme affectation. C'est-à-dire que si je pars au sport de combat, j'ai quitté Lorient. Quand je pars, s'il n'y avait pas de place à Lorient, je ne pouvais pas revenir à Lorient. Ça se trouve, on m'aurait mis à Brest ou à Toulon ou je sais pas, dans une autre garnison. Donc je suis revenu à Lorient. Et à Lorient, je suis revenu à la cellule sport de combat, responsable de la cellule. Et là, j'ai remodifié un petit peu différents entraînements qui se faisaient avant, on va dire à une époque encore plus ancienne que la mienne. J'ai changé un petit peu tout ça. Et puis voilà quoi.
Tu m'entends? Allô, allô? Non, je t'entends pas. Ton boulot au sein de la cellule des sports, c'était quoi? C'était de maintenir en condition les opérateurs pour qu'ils puissent être efficaces sur le terrain, c'est ça? Ouais, en fait, c'était vraiment la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé à la cellule avec mon adjoint, c'était de créer quelque chose qui va permettre déjà donc physiquement de garder toujours pareil, leur qualité physique, mais après de créer un truc qui tourne autour du sport de combat et qui soit un peu nouveau. Et comme pendant la partie, le stage que j'ai fait, moi j'ai été formé sur une partie vraiment MMA. Du coup, j'ai créé un module qui s'adaptait parfaitement avec l'équipement des mecs, mais qui permettait aussi à ceux qui ne sont pas forcément des spécialistes de sport de combat de pouvoir rentrer en contact avec un gars s'il fallait l'arrêter ou s'il fallait lui rentrer dedans, tout en préservant leur intégrité physique. Donc, on a créé avec Ismaël Guedi, hein, mon associé qui était mon adjoint qui était à la cellule sport de combat, on a créé le combat total opérationnel marine. Donc, en fait, le combat total opérationnel marine, le but, c'était avec leur équipement, au lieu de se retrouver en short t-shirt à faire du sport de combat, c'était d'être capable avec leur équipement de pouvoir, voilà, quelqu'un qui te rentre dedans, comment est-ce que tu fais pour l'arrêter sans le fracasser, on va dire, le nez, etc., etc. Quelque chose de propre, en fait. Pas faire de la bagarre, mais quelque chose de propre sur les arrestations ou sur les interpellations ou les contrôles de certaines personnes sur les bateaux, etc. Et du coup, on a créé ça. Et ensuite, par jour, en fait, il y avait des créneaux sport de combat où on venait faire un peu de boxe, de MMA, du TRX. Et le but, c'est vraiment voilà, de travailler le conditionnement physique opérationnel des gars, tout simplement. Maintenant que tu as quitté l'institution, tu continues un peu à faire ça? C'est-à-dire que tu formes les gens à intégrer les forces spéciales? Ou... C'est ça. Alors en fait, ce que je fais, hein, qui est pas mon métier principal, c'est que à la mort de Cédric et Alain, donc les deux nageurs de combat qui sont décédés lors de la libération d'otages au Mali, déjà il y a un peu, on va dire, il y a une grosse, il y a eu une effervescence en fait où tout le monde a un petit peu connu le métier de commando marine et surtout voilà les forces spéciales. Tout le monde s'est un peu emballé vraiment sur cette partie-là. Et du coup, ce qui s'est passé quand il y a quand il y a de l'agitation autour de ça, bah, tu as forcément des mauvaises personnes qui essayent d'en profiter. Et comme j'étais toujours assez présent un petit peu sur les réseaux, moi, pour partager différentes choses, il y a un jeune qui m'a contacté et qui m'a dit qu'il s'était fait coacher par deux commandos qui étaient à Trépel sur de la préparation physique. Et donc, je disais, bah bon, c'est les commandos qui sont à Trépel qui ont le temps de te coacher. En général, là, les commandos, ils n'ont pas trop le temps. Et ensuite, pour te coacher, il faut que les mecs quand même aient un niveau avec un diplôme. Il faut quand même qu'ils soient aptes à te coacher. Et ces deux gars, en fait, c'était pas des commandos marines. Ce que je suis entré en contact avec, c'était pas du tout des commandos marines. Mais ils ont fait payer 240 euros, je crois, à un jeune avec des programmes qu'ils ont pris sur Google. Donc c'est une sorte d'injustice, c'est une sorte de foutage de gueule et c'est un truc qui m'insupporte. Et je me suis dit, étant donné que je suis dans la préparation physique, même si maintenant je suis plus dans, j'ai quitté l'institution, je suis toujours dans la préparation physique puisque je continue à former des unités. Et dans toutes les unités, je connais forcément un coach sportif qui est en plus un opérateur, soit des forces spéciales ou soit des unités d'élite. Bah, je me suis dit pourquoi pas créer un groupe, une association même, qui va justement prendre en compte les jeunes qui veulent rentrer dans les unités forces spéciales et élites et de les coacher. Et du coup, au début, c'était vraiment un petit truc comme ça, voilà, sans grande prétention. On a créé ça, on a créé un compte Insta avec, j'ai à peu près 8 coachs qui font tous partie des unités d'élite qui sont à l'intérieur de Force Spéciale Coaching. Et d'un petit truc, là, on est arrivé maintenant avec une communauté qui va bientôt
toucher, arriver à 30 000 personnes. L'association existe. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au début, la cible, c'était vraiment que les jeunes, on va dire, qui voulaient rentrer dans les unités. Et au fur et à mesure, ça a changé parce que le site Force Special Coaching s'est fait connaître. Des gens connaissent les gens qui sont dedans, donc ils connaissent vraiment la légitimité des personnes qui sont dans ce groupe-là. Et maintenant, en fait, on doit avoir 60% de jeunes qui nous contactent et 40% de personnes qui sont déjà d'actives, qui sont déjà militaires, qui sont déjà policiers, déjà gendarmes et qui, eux, visent les tests pour les sélections les sélections des groupes spécialisés comme le GIGN, le RAID, les commandos marines, etc., etc. Donc c'est intéressant parce qu'on est aussi bien suivi maintenant par des jeunes et des gens qui sont déjà d'actifs et qui sont déjà militaires. D'accord. Quel regard il porte sur vous? Et quand je dis vous, c'est les gens qui font un peu comme toi, qui ont monté une activité autour de ce coaching ou de l'accompagnement, le mentoring des gens qui veulent entrer dans les unités. C'est justement ces unités, quel regard elles portent sur vous? C'est quoi les retours que tu as, toi? Sur le retour qu'on a, c'est toujours pareil. Il y a des unités qui au départ étaient un peu réticentes ou voilà, c'est toujours pareil quand elles connaissent pas, elles font toujours attention parce que c'est ça le truc, c'est que quand on connaît pas, on sait pas qui fait quoi. Mais une fois que c'était clair et bon déjà maintenant la plupart me connaissent et connaissent maintenant quelques-uns des gars du groupe et puis à force d'en discuter, maintenant si tu veux c'est un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que certains disent tiens je connais quelqu'un qui veut rentrer, moi j'ai pas le temps de le préparer parce que je suis en groupe tout ça, et je lui ai dit de te contacter de ma part, et donc les mecs viennent nous contacter de la part d'un tel, donc ça c'est super. Par contre après au niveau de l'institution elle-même, on n'est pas reconnu officiellement, mais les gens connaissent puisque par exemple dans la marine nationale les gens savent que ça existe. Force Special Coaching, mais après le problème des institutions, elles ne font pas forcément de la promotion pour des groupes privés comme ceux-ci, et voilà. Et après sur un regard, il est toujours quelque part objectif, mais il y aura toujours des personnes, et ça dans tous les milieux, qui auront peut-être la critique un peu facile parce que ils savent pas trop, et puis parce que pour certains ils vont dire voilà on aide des jeunes alors que les jeunes n'ont pas besoin, c'est à eux de s'entraîner et tout. Mais au fur et à mesure, on va dire, les mentalités changent, les générations changent, donc c'est super. Et là, ce qui est vraiment intéressant et ce qui est vraiment cool, c'est que maintenant, c'est ce qui veut dire aussi que je prends de l'âge, hein. Maintenant, je commence à avoir des enfants de personnes avec qui j'étais au commando qui passent par chez nous et qui sont coachés pour entrer dans des unités. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris de l'âge, en fait. Ouais, ça s'appelle prendre un coup de vieux, c'est ça? Exactement. Ouais, exactement. Pas plus tard qu'hier, j'ai un gars qui m'a contacté de la part de son père que je connais très bien et qui va rentrer là qui veut rentrer en police, et c'est son fils quoi. Et je lui dis j'étais avec ton père au commando, donc ça fait bizarre, mais c'est cool. C'est-à-dire qu'il les envoie quand même vers nous. Et voilà. Et après c'est toujours pareil. On est vraiment, c'est comme ça reste une association. Derrière les gars, eux prennent des coachings, donc ils se font payer sur leur coaching. Mais le but premier après, à travers l'association, à travers les différentes choses, les produits dérivés qui vont être vendus et tout, c'est de pouvoir avoir un petit peu d'argent dedans pour reverser dans les associations pour les blessés de guerre, faire des achats solidaires avec des associations. C'est pas du tout pour nous parce que nous on est vraiment on est vraiment dans un partage en fait. Et le partage pour nous en fait c'est ce qui est le plus important, et comme on dit, on va pas vous donner tous les détails d'un stage. Par contre, on va leur donner les clés pour essayer ou pour mettre toutes leurs chances de leur côté pour réussir. Donc la partie physique, on s'en occupe, mais après la partie mentale, qui est une grosse partie pour tous les stages, ça va être à eux justement de verrouiller en fonction des clés qu'on va leur donner. Le fait qu'il y a de plus en plus de préparateurs comme toi, et du coup de plus en plus de préparation pour ce genre d'unités de concours, est-ce que ça a quoi comme effet dans les unités? C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus forts en quelque sorte, ou au contraire le fait qu'ils soient plus aidés, ils ont peut-être un peu plus de mal ensuite au sein des unités à continuer par eux-mêmes? Comment tu le perçois toi ça? En fait, c'est juste que tout a changé en fait au niveau des sélections, et surtout la différence, c'est que par exemple moi à mon époque et certains, quand on arrivait, on avait le temps de se préparer parce qu'on avait 6 mois, on avait 4 mois, on arrivait en UT, on avait le temps de se préparer.
Maintenant, la différence, c'est que comme tout a changé dans le processus de sélection, il y a des choses qui sont beaucoup plus courtes qu'avant. Et c'est-à-dire que maintenant, le jeune, quand il arrive, par exemple, chez les commandos marines, il faut qu'il arrive prêt. Parce qu'en 2 mois, maintenant, c'est passé de 2 mois par rapport aux 6 mois qu'on avait avant ou par rapport aux 4 mois. En 2 mois, s'il n'est pas prêt, il n'aura pas le temps d'être prêt pour le stage co. Donc, du coup, il va exploser et il ne sortira pas. Alors qu'avant, quand tu arrivais, tu avais le temps de se préparer. Tu avais une phase où tu pouvais te préparer pendant ces 4 mois, 6 mois, et tu pouvais arriver avec un niveau moyen et sur les 6 mois devenir à un niveau bon, voire très bon. Là, maintenant, si tu arrives avec un niveau moyen au départ, en 2 mois, tu ne pourras jamais devenir bon ou très bon parce que ce sera trop court entre tout ce que tu devras faire, tu ne pourras pas. Et c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça que maintenant, les jeunes, la plupart, et c'est comme ça, c'est quand ils arrivent, bah pour eux, il vaut mieux qu'ils soient prêts dès le départ. Comme ça c'est fait et ils pourront se concentrer sur d'autres choses. En comparaison de ce qui se passe à l'étranger, tu regardes un peu ce qui se passe aux États-Unis avec les SEAL Teams, parce qu'il y a tout un business qui s'est créé aussi à travers les anciens équipiers des Navy SEALs qui montent des activités un peu similaires ou qui vont même plus loin à faire des conférences internationales, des bouquins, des films. Est-ce que tu regardes tout avec quel regard tu regardes tout ça? Alors moi je suis comme je l'ai dit, hein, je suis dans le partage. Donc moi personnellement, je trouve ça très bien. J'aime bien parce que ça permet. Après, bon, les États-Unis, on n'est pas la même grandeur et c'est pas du tout. L'armée n'est pas considérée. L'armée aux États-Unis et les SEALs ou d'autres unités sont pas considérées de la même façon en France. Voilà, c'est une mentalité. C'est un peu différent. Par contre, moi, je trouve ça très bien parce que ils partagent. On montre des choses au public qui justifient un petit peu, on va dire. Si on montrait un petit peu vraiment tout ce que faisait l'armée française, il y aurait peut-être moins de râleurs en France en disant ouais, l'armée, ils sont payés à rien faire, ou certains tatati tatata, ou alors tout l'argent de la défense. Voilà, moi je suis forcément, je prends parti pour le partage de tout ça. Et ce que j'aime bien avec les Américains, c'est qu'ils ils font pas les choses à moitié. C'est-à-dire qu'aussi bien ils préparent les jeunes, mais aussi bien ils honorent la mémoire de ceux qui sont tombés. Chose jusqu'à maintenant, on avait un peu de mal en France. Maintenant, ça commence à arriver de plus en plus. Moi, on le fait souvent, on le fait tout le temps, hein, dès qu'il y a des gens qui meurent et chaque anniversaire de leur mort, des gens qui ont combattu pour la France, et ben on les met en avant pour dire ne pas oublier et c'est un devoir de mémoire. Ça, c'était quelque chose qui avant se faisait pas trop en France. On n'aimait pas, c'est-à-dire quand quelqu'un est décédé, bon ben on n'en parle plus et puis voilà. Alors que non, il faut en parler. Les Américains le font très bien. Bon après ils ont tout ce qui concerne les fondations où ils peuvent remettre en avant. Les films, on commence à faire un petit peu de films aussi. Je sais qu'il y a une série qui est en train de se faire actuellement avec une série qui va sortir sur Canal+ avec, je crois, c'est sur des opérateurs du 13e RDP, donc c'est Forces spéciales. Voilà, ça commence petit à petit. Après, c'est juste que la majorité, on va dire, en France, ne porte pas le même regard sur l'armée française que les Américains le portent sur l'armée américaine. Donc c'est ça qui est un peu plus frustrant en France. C'est la même chose, hein. Je fais un comparatif toujours avec quand il y a eu les attentats en novembre en France. Je ne sais pas si tu te rappelles comme les policiers avaient été acclamés, applaudis, et voilà, c'était l'ultime recours. Les gens étaient là. Ça n'a pas duré longtemps. Après, le flic est redevenu un flic et c'est dans la bouche de beaucoup de personnes. Et c'est toujours pareil, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais c'est redevenu des connards de flics, la police, tatati tatata. Alors il y a, il y a quelques années, c'était les héros, quoi. Donc c'est la versatilité de la France, pardon, qui fait qu'un jour on est pour, un jour on est contre, et ça c'est un peu dommage. Alors qu'aux États-Unis, ben voilà, aux États-Unis, non, les Américains, quand vous avez un stade, regardez un match de football américain, quand il y a l'hymne national avec le SEALS qui ramène le ballon du foot, tout le monde se met debout, les gens pleurent. C'est ça, j'aime bien ce côté patriotique en fait qu'on a du mal à avoir en France. Et justement, ce manque de patriotisme, quelque part, ou du moins cette différence, parlons plutôt de différence plutôt que de manque, parce que ce serait un jugement de valeur, est-ce que ça se ressent au niveau peut-être du recrutement des forces spéciales? Je m'explique, quand tu as parlé de ton parcours, tu as dit, voilà, j'ai trouvé ça cool, je trouvais ça intéressant, je me suis dit, ok, je veux devenir commando marine. Est-ce que les gens, est-ce que toi aussi tu te mets dedans? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu passes ce cap pour la France, pour le drapeau, pour des valeurs liées à ça, ou est-ce que c'est plus pour quelque chose, un challenge personnel où
tu vois, par une trajectoire de carrière aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune qui s'engage dans les forces spéciales, quand il vient peut-être même d'un régiment, par exemple d'infanterie, quand il va ensuite aux premières PIMA ou au 13e RDP, est-ce qu'il fait dans un souci de carrière et peut-être même d'après-carrière en se disant, une fois que je serai sorti de là, je serai temporisé force spéciale et du coup je pourrais peut-être aussi avoir une carrière peut-être plus intéressante en termes de reconversion? Ou est-ce qu'il y a vraiment cette volonté, tu vois, de patriotisme qui va même se perdurer après, comme toi tu le fais, où tu mets en avant, tu travailles ce devoir de mémoire en montant une association, ce genre de choses? Bah, c'est là tout le paradoxe en fait entre les différentes générations qui se sont croisées. Je m'explique, c'est que maintenant en fait on est dans une société où tout le monde veut de la visibilité pour plein de choses. Donc du coup, on sait que pour beaucoup, certains vont se dire, bah voilà, je vais aller faire un stage commando ou je vais réussir le stage commando. Ça va me donner la carte FS. Je vais faire 5 ans, 6 ans, je vais quitter et justement avec cette carte FS, bah, je vais pouvoir faire. Donc là, il n'y a pas vraiment d'histoire de patriotisme. C'est plus quelqu'un qui, qui veut en fait passer par là parce qu'il sait qu'il va être reconnu là-dedans pour pouvoir faire autre chose et en pensant que ça va l'aider. En sachant que, comme j'en parle souvent avec des collègues, des anciens, hein, euh, c'est un métier qui est extraordinaire, mais personne vous attend quand vous allez sortir de là. C'est-à-dire qu'il y a des compétences pour des mecs qui sont tireurs d'élite, qui ont fait ça, qui ont fait ci, quand ils sortent dans le civil. Bah après, il y a quand même certaines compétences dans certaines entreprises qui font que si tu les as pas, que tu sois un ancien des forces spéciales, ça marchera pas. Donc c'est pour ça que beaucoup restent quand même dans le milieu un peu sécurité, intervention, tous ces petits trucs-là. Ensuite, ça permet aussi de faire un petit peu le tri justement. Celui qui sera qui sera patriote, pardon, et qui va vouloir, comme on dit, défendre son pays et tout, c'est des gens qui vont justement rester, qui vont faire des longues carrières et qui sont toujours dedans et qui n'arrivent pas à quitter parce que vraiment, c'est comme on dit, c'est la foi, c'est ce pourquoi ils se sont engagés. Donc il y a les deux en fait. Il y a vraiment les deux. Il y a celui qui veut juste avoir la carte force spéciale pour pouvoir se montrer, parce que maintenant, voilà, on a de plus en plus de visibilité pour certaines choses. Et il y a celui vraiment qui a la foi et qui va sortir et qui va continuer justement à donner la bonne parole, qui va partager. Et ça, on le voit aussi à travers les différents profils qui sortent. Je parle justement sur la partie humilité. C'est-à-dire que quand on reste toujours pareil, assez humble, et ça fait partie d'une des grandes valeurs, hein, quand on a cette humilité, bah voilà, c'est ce qu'on a fait, on l'a fait, c'est bien. Maintenant, il faut le partager et justement, il faut continuer. C'est pour ça que moi, je continue à le faire parce que ça me tient à cœur et parce que j'ai perdu des collègues qui sont morts pour la France dans les derniers conflits et c'est important. Et c'est important aussi d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses parce que le retour à la vie réelle, quand vous rentrez à l'armée, on ne vous l'explique pas de suite puisque vous venez de rentrer à l'armée. Personne ne va vous dire comment ça va se passer quand vous allez sortir. Donc, moi, je pense que c'est important en fait que les jeunes soient au courant de tout ça. Savoir que oui, vous allez faire 10 ans au GIGN, 15 ans au GIGN, quand vous allez sortir, ben, vous n'allez peut-être pas trouvé un boulot de suite. On va pas vous dire, bah, je vous prends parce que vous êtes au GIGN. Après, il y a toute une. C'est comme l'armée, le civil, il y a des entreprises. Dans les entreprises, il y a des budgets. Dans les budgets, il faut de la rentabilité. Donc, même en étant, voilà, avoir la meilleure carrière au niveau Ops, ça ne vous garantit pas un super métier en sortant. Mais après, par contre, si vous voulez faire un super métier et vous donner, comme pour les commandos, vous donnez les moyens, peut-être reprendre des études, peut-être faire différentes choses, et ben c'est comme tout, comme le stage, rien n'est impossible, et il faut foncer. Mais voilà, moi c'est vraiment cette partie-là que j'essaye, on va dire, à travers les différentes choses qu'on met en place, de partager avec les jeunes et les moins jeunes. Mhm. Ouais. Non, mais du coup, c'est quand même une réalité, cette partie de gens qui passent par la case force spéciale, un peu comme on passerait par une grande école de commerce pour ensuite C'est faire quelque ça. chose derrière, quoi. Mhm. C'est ça. Et nous, on nous en a parlé avec des collègues instructeurs au stage. Maintenant, en fait, beaucoup arrivent pour faire ces stages-là. Ils prennent ça comme un test, une expérience physique sportive. Alors, c'est pas une expérience sportive, en fait. C'est pas un challenge sportif. C'est un stage commando avec de l'aguerrissement, avec de la rusticité, avec une durée dans le temps. Et il y en a beaucoup, et la plupart, quand même, ne sortent pas, hein, mais ils arrivent au départ pour eux, c'est une épreuve sportive, c'est une épreuve physique qui se doivent de réussir pour pouvoir sortir de là, peut-être faire 1 an, 2 ans, et puis dire, bah voilà, je suis passé par là, j'ai fait le stage co, je suis certifié commando, bon après j'ai quitté, et puis ils veulent avoir cette petite carte
prétendre peut-être à un peu plus de visibilité parce que, comme je dis, maintenant les réseaux, c'est du tout et n'importe quoi et je le dis à beaucoup, même mes collègues qui ont moins de visibilité mais qui veulent en avoir ou qui sont avec moi dans différents groupes. Je leur dis attention, hein, les réseaux pour moi c'est comme le Monopoly, hein, c'est être connu sur les réseaux, c'est comme être riche au Monopoly. Donc perdez les gens qui font beaucoup de choses et qui réussissent, c'est pas forcément ceux qu'on voit le plus sur les réseaux. Donc il faut faire attention à cette nouvelle tendance d'être partout et surtout d'être partout et de rien avoir à raconter en fait. Hmm. Est-ce que tu penses pas que c'est aussi peut-être même dangereux pour l'image de l'institution, de ce genre de choses, parce qu'au final, ça donne du grain à moudre à pas mal de détracteurs, tu vois, quand il y a des polémiques qui sortent sur l'armée, on peut en citer, il y en a beaucoup, quoi, sur tout ce qui va être les trucs un peu néo-nazis, ou alors les trucs un peu stupides qui sont faits, même au sein de l'institution, je pense aux questions de drift à Calais, ce genre de trucs. Les réseaux sociaux, est-ce que ça vient pas aussi perturber cet aspect, est-ce que ça vient pas entamer une image, et une image aussi patriote qui est déjà pas forcément super évidente en France? Ah mais complètement, complètement. C'est pour ça que quand il y a des choses comme ça qui se passent, on est les premiers à dire: «Mais en fait, on n'a pas besoin de ça». Parce que déjà, c'est dur d'avoir une belle image de l'armée. Je veux dire, il y a des gens qui aiment l'armée. Ça, voilà, il y a pas de souci. Il y a beaucoup de personnes qui aiment l'armée. Mais il y en a aussi beaucoup qui n'aiment pas du tout l'armée et du coup, comme tu le dis, hein, dès qu'il y a une petite maintenant avec les réseaux, tout est vite, mais c'est pour tous les milieux pareil, hein, mais tout est vite, partagé et cetera et cetera et en fait, tu as pas le droit à l'erreur et dès qu'il y a une petite erreur qui est faite, avant sans les réseaux, bah, ça restait en interne et ça se réglait en interne. Maintenant, il y a une erreur qui est faite, bah, tout le monde est au courant et du coup, bah, ça redonne une mauvaise image et après comme on dit pour redorer son blason, c'est un peu plus compliqué quoi. Il faut ramer parce qu'on va dire: «Ouais, mais bon, l'armée, quand il y a eu justement les drifts, à Lille, voilà, moi j'ai pas d'avis à part, dire: «Bah, c'est vraiment dommage quoi». C'est quelque chose qui a été relayé. Après ça arrive, il y a eu des trucs pires que ça, mais vraiment pires que ça qui ont été faits dans l'armée, personne n'est au courant et ça nous va très bien et ça leur va très bien. Mais là maintenant, ben, voilà, maintenant c'est le téléphone portable est devenu plus un outil, pour pouvoir capter le bon moment, pour faire le buzz, pour partager et puis mettre les gens dans la merde quoi. Donc ça je trouve ça vraiment dommage, mais c'est on a beau c'est comme je dis, hein, la nouvelle génération fait que c'est comme ça. Il faut vivre avec, il faut s'adapter et on peut justement ne pas vivre avec. Et mais du coup, on est un peu reclus de tout ce qui se passe et ça le fait aussi, hein, attention, hein, on n'est pas obligé d'être toujours connecté. Mais moi, c'est vrai que même à travers les réseaux, voilà, on partage beaucoup sur Force Special Coaching et tout, mais je passe pas beaucoup de temps, moi perso, sur les réseaux à commenter ma vie perso, à faire ceci. Non, je reste toujours, quand il y a des choses à partager intéressantes, on le fait. Mais après, c'est vrai que je fais pas trop attention à tout ce qu'il y a sur les réseaux. Hmm. Ouais, c'est utiliser. La question, c'est utiliser les outils de façon intelligente et pertinente, Exactement, quoi. Hmm. exactement, parce qu'à travers grâce à tous ces partages qu'on fait, bah maintenant il y a des gens qui reviennent vers moi et des anciens collègues qu'on peut aider sur différentes choses, faire passer leur CV, leur donner des contacts, leur expliquer différentes choses. Comme je leur dis tout le temps, vous avez beau être le meilleur du monde, si vous ne connaissez personne et si vous n'avez pas de visibilité, ça va être difficile de grandir aussi pour certains business. Donc, et ça, malheureusement, ils n'ont pas les codes non plus parce qu'on les a pas. Ils vivent dans ils vivent dans un monde où tout est secret et du jour au lendemain, il faut s'afficher. Donc, c'est pas évident pour tout le monde. Donc voilà, et c'est pour ça que je partage et je leur montre justement que c'est tout ce qui se fait maintenant, quelque part, ça ouvre des voies et ça peut donner des idées à certains. Et moi, je trouve ça génial. J'ai jamais été quelqu'un qui jalouse les autres. Moi, je suis vraiment content et je fonctionne beaucoup plus à l'américaine, hein. C'est-à-dire que tu vas me dire que demain, t'es le premier pilote français qui va aller dans l'espace. Je vais pas te jalouser, en fait. Je vais te dire, bah, c'est super, je suis vraiment content pour toi et je vais m'intéresser à comment tu as fait. Mais je vais pas te jalouser. Parce que si je te jalouse, en fait, là, le truc, il est très simple. C'est dire, au lieu de jalouser, bah, t'as qu'à faire pareil. C'est pas interdit, hein. J'ai qu'à faire le même choix que toi et j'essaye de faire la même chose. Donc, j'essaie vraiment à travers tout ça de montrer. Et là, il y en a de plus en plus. Et c'est ça qui est bien quand je vois mon collègue Alex. Mon collègue Alex qui était pour les jeux vidéo Ubisoft, qui a servi pour les différentes phases tactiques, pour relever un soldat, pour les ouvertures d'angle. Voilà, un truc. Ils prennent un ancien force spéciale pour avoir des vrais trucs un peu plus réels dans les jeux vidéo. Mais je trouve ça génial. Donc, faut pas voir ça comme en disant, bah putain, merde, le mec il fait ça, tatati. Non, il vous ouvre une voie. C'est-à-dire que avec votre
parcours, maintenant, vous allez pouvoir l'utiliser dans plein de domaines dans le civil et pas vous retrouver juste à faire de la sécurité. Ouais, ouais, Alex French Sass qui est passé dans le podcast d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, et qu'on remercie et qu'on salue s'il nous écoute. Ouais, c'est Euh, ça, ouais, Alex, ouais, bah, c'est un bon copain. Et comme je dis, c'est cette génération. Il y a Alex, il y a Matt là, qui arrive avec son nouveau bouquin. Si, pareil, ceux qui l'ont pas lu, je vous invite. Son bouquin est bien. C'est un bouquin qui va sur la motivation, sur le mental, et il est dans le partage. Pas là pour raconter que 400 lignes autour de lui, mais et je trouve que c'est bien. Louis Saillant aussi, il a fait son bouquin. Et pour moi, voilà, je trouve que c'est bien parce que ça ouvre d'autres perspectives maintenant, en fait. hmm. C'est vrai que, curieusement, on en parlait notamment avec le Major Gérald dans un dernier podcast, il y a un attrait de la part de la population, en fait, du grand public, pour le fait militaire. On le voit avec le succès du bouquin de Louis Saillant, qui est aussi passé au podcast d'ailleurs. Son bouquin, ça a été un super best-seller. Il est passé sur plein de plateaux de télé. Il y a des... il y a un vrai attrait, quoi. Et même sur YouTube, il y a de plus en plus de vidéos, de contenus qui intéressent. Et il y a aussi, on parlait tout à l'heure, des conférenciers, en fait, des militaires qui deviennent conférenciers, qui interviennent dans les entreprises sur tout ce qui va être leadership, management. Et ils utilisent leurs expériences et puis cette image assez glorieuse et quelque part assez pure, parce que tu vas pas critiquer les forces spéciales, quoi. On peut critiquer effectivement la police, etc., parce qu'il y a les questions du maintien de l'ordre, mais quelqu'un qui va sauver des otages, c'est assez compliqué quand même de les critiquer. Euh, quel regard toi tu portes sur ça? Tu penses que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus prégnant comme ça dans la société, ou tu penses que c'est une mode? Non, moi je pense que ça va continuer et je pense que ça va continuer et il faut que ça continue parce que en même temps, pour moi, c'est une sorte de centre de recrutement en ligne. Quand je dis centre de recrutement en ligne, ça peut donner des vocations à certains. Et parce qu'avant, donner cette vocation-là, c'était compliqué puisqu'on savait pas, les gens savaient pas ce qu'on faisait. Donc, comment tu peux dire à un jeune, tiens, je vais faire ça, mais il sait même pas ce que font les commandos marines, il sait pas ce que font les GIGN, bon, à travers différentes vidéos, mais voilà. Et là, le fait d'avoir des témoignages de certaines personnes, des récits, bah, ça peut créer des vocations. Et pour moi, en fait, on réussit dans la vie une fois qu'on a trouvé un objectif. Et quand je prends mon exemple, ça a été ça. J'avais pas forcément d'objectif. Je savais pas ce que je voulais faire. L'école, c'était pas bon. Mon père, il m'a dit, bah, je vais t'envoyer à la Légion étrangère. Je voulais pas aller dans la Légion étrangère, ça m'intéressait pas. Et quand j'ai vu ça, bah, je me suis fixé avec cet objectif. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, voilà ce que je veux faire. Et je pense que tous ces récits-là, bah, c'est la même chose. Et pour moi, ça donne aussi un petit peu le côté humain de voir que ces gens-là, ben oui, c'est des gens extraordinaires, mais ils ont tous une vie de famille, ils sont des enfants, ils sont mariés, et ils font ça en plus quelque part. C'est pour nous, en fait, pour la France. Et, et non, je pense que ça va durer, et il faut que ça dure. Et l'intérêt, il est bien, parce que faut pas oublier qu'à une époque, il y avait le service militaire qui donnait certaines valeurs. Le service militaire a disparu, les valeurs se sont perdues, et je pense que euh, d'avoir des choses comme ça peut, voilà, ça peut. En tout cas, je rêve, hein, je suis un grand rêveur là-dessus, mais j'espère que ça, voilà, ça peut créer des vocations, parce que toujours pareil, il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne dans le sens où oui, les mecs sont en place, mais par contre, les mecs sont fatigués, et après, à un moment donné, les mecs vont devoir partir, et il faut la ressource derrière, parce que s'il n'y a pas la ressource derrière, ben, on va dire, c'est toute notre sécurité qui est mise en jeu quelque part. Si demain on dit, bah, il n'y a plus personne qui veut aller au raid, il n'y a plus personne qui veut aller à la BRI, bah, comment on fait en fait? Hmm. Ouais. Donc non, non, c'est très bien. Et il y a aussi le livre de Datton, il a écrit son livre, et pareil, qui a été très bien, qui a été lu, tout ça, voilà, tous ces gens-là, moi, tant que ça reste dans le partage et tant que ça donne une bonne image de l'institution, quand je dis une bonne image de l'institution, c'est avec aussi les mauvais points, hein. Je dis, on n'est pas là non plus pour dire, ouais, c'est super, c'est génial, tout va bien. Non, il y a aussi, c'est de dire juste la vérité. Mais forcément, dans la vérité, ben, il y a quand même beaucoup plus de points positifs, sinon on ne serait pas resté aussi longtemps et on n'aurait pas fait cette carrière. Hmm. Ah, tu disais que, très justement, ça reste quand même, enfin, vous restez tous des hommes avec leurs faiblesses aussi bien physiques que mentales. Et je pense que faire des missions, exécuter des missions comme celle des commandos marines ou des forces spéciales ou même du raid du GIGN, ça implique aussi pas mal de choses qu'on n'imagine pas, nous, civils, en quelque sorte. C'est-à-dire de voir des scènes parfois terribles, des cadavres, des morts,
voire même à avoir à donner la mort. Euh, on parle maintenant de plus en plus, heureusement, c'est quelque chose qui a été, saisi un petit peu par l'institution de cas de post-traumatisme. Ouais. Euh, Comment toi tu perçois ça et est-ce que c'est un truc que tu prends en compte dans la formation des gens? Est-ce qu'il y a un petit module qui est lié à ça sur la partie psychologique et comment faire pour être capable de tenir le coup, garder le sang-froid par rapport à ça? Alors en fait, tenir le coup, tout ça, c'est assez compliqué parce que, comme je dis tout le temps, hein, si tu ne vis pas la situation, tu peux en parler, mais en fait, tu peux pas savoir comme toutes les situations. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se retrouver au milieu de cadavres, aussi bien dans les forces spéciales, mais aussi bien de pompiers qui arrivent sur un accident de voiture où il y a de la viande de partout, on a beau lui expliquer, mais le jour où il va arriver dessus, il va avoir sa propre réaction. Donc le but justement, c'est de travailler ça en différentes choses, mais tant que tu ne l'as pas fait en réel, c'est assez compliqué. La seule chose sur laquelle moi vraiment, avec l'équipe on insiste, c'est de dire que les époques ont changé et ce que j'ai vécu moi, ça veut dire, rien du tout par rapport à ce qu'ont vécu les nouveaux commandos à partir de, on va dire, des grosses guerres, l'Afga et cetera et cetera. Ça n'a plus rien à voir et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que maintenant, quand tu vas arriver en unité, tu vas aller faire la guerre. Chose qu'avant, quand tu arrives en unité, quand je suis arrivé en 97, on ne m'a jamais dit tu arrives et tu es sûr d'aller faire la guerre. Non, là, ils vont arriver, ils sont sûrs. Ils vont aller soit au Mali, soit dans différents autres pays, ils vont faire la guerre. Donc ça déjà, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut déjà un peu lui dire que c'est pas, tu vas peut-être avoir la chance de partir ou pas. Non, c'est tu vas partir. Ça, c'est sûr. Donc là, je parle vraiment pour les forces spéciales. Donc déjà, te dis, waouh, ok, donc j'arrive là-dedans et tu me dis que je vais partir. Donc il y a tout un, il y a tout à prendre en compte. Est-ce que je suis déjà en couple avec ma vie de famille? Est-ce que mes parents, ils savent vraiment? Je vais leur dire, voilà, je vais partir dès que j'arrive, je vais partir au Mali. Il y a 2 mois, il y a eu des morts, etc. Je vais aller faire la guerre. Donc ça, c'est ça. Ben voilà, il faut le prendre en compte, l'accepter. Et puis après, c'est un travail sur soi-même. Et puis de vraiment savoir ce qu'on veut faire. Ensuite, l'autre chose, c'est que euh, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, quand j'ai pas fait la guerre, mais de dire, bah, je suis déçu de pas l'avoir faite. En fait, moi, je suis pas du tout déçu de pas avoir fait la guerre, en fait, parce que la guerre, c'est pas un jeu. Mes potes qui sont partis, certains potes sont partis, ils sont jamais revenus, et aujourd'hui, ils sont plus là. Et ils laissent derrière eux une femme, des enfants, une famille. Donc, on ne se dans toutes ces unités-là, en fait, et c'est là où les psys font le tri, hein, c'est qu'on rentre pas dedans pour faire la guerre, on rentre dedans pour se préparer à faire la guerre. C'est-à-dire qu'il faut être prêt. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Mais on rentre pas dedans en disant allez, je rentre chez les commandos marines parce que je vais aller faire la guerre. Et là, c'est pas bon en fait. C'est pas bon parce que c'est pas du tout ça. Par contre, on rentre et on va s'entraîner. Si je dois y aller, bah, je serai prêt. Et c'est ce qui est le plus important. On n'est pas des, on est, comment les, c'est pas des chiens fous et tout. Et c'est là où il y a le rôle du psychologue qui est hyper intéressant. Et euh, il y a lors d'un live que j'ai fait avec mon collègue Seb, qui était un ancien nageur de combat et qui était instructeur au Stachko, il expliquait justement qu'il y avait un jeune qu'il a eu au Stachko qui était très très motivé, qui voulait, oui, voilà, faire la guerre. Il dit dès qu'il sort du Stachko, c'est vraiment son truc, etc. Voilà, pour aller faire du bilan, comme on dit. Ok, pas de souci, mais Seb, qui avait fait plusieurs opérations, lui a dit attention, la guerre, c'est pas un jeu, quoi. T'as une chance sur deux de revenir, c'est la réalité. Et il a recroisé ce jeune quelques années après, qui n'était plus au commando, qui lui a demandé, il lui a dit ben, comment ça se fait que tu n'es plus au commando? Et en fait, c'est un jeune qui a fait un départ en mission extérieure, qui a vécu des grosses scènes de guerre, et en fait, qui a eu de la chance aussi. Et quand il est rentré en France, bah, il s'est dit non, en fait, c'est chaud, en fait, c'est pas fait pour moi, et je voyais pas ça comme ça. Et en fait, je me sens pas là de repartir et qu'on me dit bah tu repars là-bas. Non, j'ai plus envie. Donc c'est c'est vraiment, j'ai envie de te dire, voilà, de préparer. On tient ce discours-là avec les jeunes en leur disant voilà, soyez prêts à partir parce que vous allez partir. Ne soyez pas dans l'attente en disant je vais faire ça et je partirai jamais. Non, tu vas partir. Et quand tu vas partir, par contre, ta défaillance peut créer un gros dysfonctionnement dans ton équipe. Donc c'est pour ça que tu dois être prêt. Les mecs doivent compter sur toi. Et voilà, c'est les 5 doigts d'une main. Donc il faut que tu sois prêt le jour J.
Et ça se travaille, ça se travaille. Et après, avec les entraînements, c'est pour ça qu'on fait de l'entraînement. Avec les entraînements, on le décèle. C'est-à-dire que quand on va s'entraîner et quand il y a des entraînements à balles réelles, des entraînements poussés, parce que, comme on dit toujours, un entraînement difficile, guerre facile, c'est vrai, c'est que les entraînements, des fois, sont plus durs que les guerres pour certaines choses. Je parle pas au niveau de tout ce qui va être l'ouverture du feu et tout ça, mais notamment sur les manips, quand on va faire des sauts en mer, quand on va faire des raids nautiques de nuit avec des choses, des fois on prend un peu plus de risques qu'en mission, et c'est là où arrivent malheureusement des fois des accidents, et c'est pour ça qu'on se prépare, qu'on se prépare, qu'on se prépare. Est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner, à nous partager sur la partie préparation physique? Est-ce qu'il y a des exercices qui sont vraiment incontournables? Par exemple, Louis Saillant, dans son interview, nous parlait de course à pied. Il disait, si vous n'aimez pas la course d'orientation ou la course à pied, c'est un peu mort, quoi, les fesses pour vous. Il n'a pas dit comme ça, mais c'est un peu l'idée. Est-ce qu'il y a un truc, toi, sur lequel tu mets vraiment l'accent dans ta préparation? Quelqu'un qui devrait se lancer là tout de suite, il faut qu'il soit capable de faire quoi? Alors, ça tombe bien que tu me poses cette question, parce que je vais te parler d'un cas concret. Moi, donc, dans les coachings, j'ai plus trop le temps de coacher beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de monde, et les coachs, voilà, j'en laisse, et moi, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai un gars là qui préparait son stage co, et physiquement, quand j'ai fait ses premiers tests pour voir son niveau, pour pouvoir créer sa préparation physique, c'est quelqu'un qui fait déjà plus de 30 tractions, qui fait plus de 3800 au Cooper, donc qui court très vite, qui nage bien, qui est physiquement, c'est un athlète. Mais du coup, je lui ai dit, bah voilà, t'es déjà beaucoup plus physique que moi quand je suis arrivé, en fait. Je faisais pas 30 tractions quand je suis arrivé et tout. Par contre, ce que je vais travailler avec toi, moi, c'est la gestion et la gestion de la rusticité. Et là, il me dit, bah ouais, c'est quoi? Je dis, bah, on va jouer sur ce que tu vas rencontrer au stage co, en fait. Parce que tu fasses 30 tractions, 20, 40, 50 tractions, au stage co, en fait, au bout d'une semaine, tu seras comme tout le monde. Physiquement, tu seras épuisé, mentalement, tu seras épuisé. Donc, on s'en fout que tu fasses 40 tractions. Ça, ce sera bon pour tes tests, ce sera bien après une fois que tu seras arrivé en unité, quand tu vas t'entraîner, voilà, c'est génial. Mais donc, du coup, on va trouver ça. Et je lui ai fait une semaine type. Et en fait, dans cette semaine type d'entraînement, juste pour qu'il vive, bah, par exemple, je lui dis, OK, je vais t'envoyer à une heure précise une information sur WhatsApp et tu vas la faire. Et le lendemain, tu vas continuer sur ton boulot parce qu'il travaille en même temps, hein, et tu vas continuer sur ton boulot, tu vas enchaîner. On va faire un volume, tout ça. Donc, je te donne le premier jour. Hein. Le premier jour, c'était réveil 3h30, 3h40, tu es parti de chez toi, tu cours jusqu'à la plage. Il avait à peu près 1 kilomètre jusqu'à la plage. À la plage, il se mouille. Tu reviens chez toi et tu repars à la plage, tu te remouilles et tu reviens chez toi. Tu fais ça 4 fois de suite. Ça fait à peu près 4 kilomètres. Donc, il s'est levé à 3h30. À 3h40, il est parti. Il a fait ça, bam, bam. Et ensuite, il enchaîne le lendemain sa journée de taf avec les exercices qu'il doit faire. Et ensuite, il y a le jour numéro 2. Donc, cette fois, il va se lever à 2h30, etc., etc. Et donc, ça, c'est juste pour un peu commencer à préparer l'organisme de ce qu'il va rencontrer pendant le stage co. C'est-à-dire qu'il va devoir faire des réveils flash, se lever à 3h30, à 3h35, il doit être prêt. Il sera toujours mouillé. Donc, commencer à habituer le corps à mouiller, courir, etc., etc. Et en plus de ça, il va il va travailler la nuit. Et à 6h du matin, il va pas se mettre au lit. Il va renchaîner sur une journée. Donc voilà. Et tout ça, ça permet de voir déjà, lui, sur une semaine, comment son corps va réagir. Donc ça, on le fait bien avant le stage co. Comme ça permet de voir ce qu'il faut après adapter. Mais j'attendrai son retour. J'attendrai son retour parce qu'il est en plein dedans quand il aura fini. Et sur les 2 semaines. Et puis dire, bah voilà, waouh. En fait, là, j'en peux plus, quoi. Je dis, mais donc on va refaire une 3e semaine. Et puis là, c'est une 3e semaine, il dit, bah non, j'en peux plus. Je dis, bah voilà, ça, c'est ce que tu vas rencontrer. Donc, tu vois, on va falloir travailler. Et c'est ça, la rusticité. Tes 12 tractions ou tes 10 tractions, on ne t'en demande pas 30 pour les tests, on va t'en demander 10 ou 12 pour les perfs. Fais ton minimum avec une ou deux de plus. Et par contre, voilà, la rusticité, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Et ça, il l'objet jamais. Pareil, courir avec un sac, je lui dis, est-ce que tu as déjà pris un sac à dos? Pas courir à fond, mais est-ce que tu t'es déjà dit, ok, je vais courir 2h30 avec mon sac à dos? Ah ben non, jamais fait. Bah voilà, fais-le. S'en fout de la vitesse. Cours 2h30 avec un sac à dos. Habillé avec des chaussures. Et ça, c'est la rusticité. C'est comme ça que moi je travaille sur la préparation physique. On n'est pas des athlètes en fait. L'athlète, la différence entre un athlète et un combattant, c'est que l'athlète, il est réglé et il est fragile. Pourquoi? Parce comme on a pu le voir, moi je l'ai vu pendant mes stages co, on avait quelques athlètes. Et les athlètes, en fait, ils sont tellement, on va dire, entraînés
et tout est réglé, que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont déréglés. Et quand ils sont déréglés, il y a tout qui s'enchaîne. Et après, la blessure, la fatigue, le risque de blessure. C'est-à-dire que même avant d'être blessé, ils préfèrent arrêter parce qu'ils disent ouais, je sens que j'ai une douleur. Ah, je dis ouais, mais tu peux continuer. Ouais, non, parce que là, après, mon genou, il va pas tenir. Non, mais donc du coup, t'arrêtes. Ouais, ouais, je préfère, c'est pas fait pour moi. Voilà, et il y en a eu beaucoup comme ça, hein. C'est pour ça que c'est pareil quand on commence le stage co ou quand on commence les trucs, on voit plein de gens qui arrivent. On voit des mecs, c'est des avions de chasse. On se dit, bah, lui, en fait, il a le profil. Mais en fait, c'est le mec qui fait une semaine. Au bout d'une semaine, et il arrive et il en peut plus parce qu'il a pas dormi. Son corps, il a pas réagi comme il voulait, etc., etc. Donc, moi, je suis comme lui et tout ce que tout le monde peut dire, je pense, la plupart, hein. Faut rester basique sur tes pompes, tes abdos, tes tractions, ta course à pied, la natation. Donc voilà, c'était vraiment ce que tu dois faire et ce que tu dois t'entraîner sur les circuits et tout. Et après, le reste, c'est cette rusticité. C'est vraiment ce travail de rusticité qui est compliqué parce que les gens dans le civil peuvent pas le faire tout seuls. C'est-à-dire que si on t'aiguille pas dessus, je pense que toi, si je te dis, tu vas pas de toi-même te lever à 3h30, tiens, je vais aller faire, tu sais, c'est très compliqué. Ouais. Ah, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'en gros, le, ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit sur la question de être régulier, faire le même volume de travail, le même volume tu sais, d'exercice, avec la même heure, tu manges à la même heure, etc. En fait, le métier de militaire, ça n'a rien à voir avec ça. Tu manges Bah, quand tu peux manger, tu dors quand tu peux dormir, au coup de exactement. sifflet, tu pars, il faut que tu sois prêt. Ouais, comme tu dis, c'est la question, c'est plus la question de mental. Et effectivement, toi, tu remarques que justement, si tu es capable de bouleverser ton corps et justement pas lui donner absolument aucune régularité, aucune stabilité, ça le renforce, du coup. Bah, ça, ça le renforce forcément parce qu'après, peu importe ce qui arrive, t'es prêt. En fait, c'est-à-dire que là, tu vois, aujourd'hui, on fait un truc. Là, on est tous les deux, on va faire quelque chose. Et toi, dans ta tête, tu as prévu de te coucher ce soir. Et moi, je te dis, putain, on peut pas dormir ce soir, on doit faire ça. Mais moi, c'est pas grave, ça me dérange pas. Je peux faire 2 nuits, je peux faire 3 nuits sans dormir, c'est pas un souci. À un moment ou à un autre, de toute façon, je dormirai, je trouverai un moment pour faire un petit sommeil. Mais toi, par contre, si dans ta tête, t'as jamais fait, t'es pas prêt, tu vas peut-être dire ouais c'est cool, on va faire une nuit sans dormir, et le lendemain matin quand tu arrives dans le matin tu te dis dans ta tête bah c'est bon je vais me coucher, dire non putain en fait on peut pas dormir, il faut repartir là, et là tu vas me dire non mais attends t'es fou quoi, faut que je dorme, j'arrive pas, et c'est ça. Donc ça si tu le travailles pas, ce qu'on appelle nous c'est la sélection naturelle, et j'insiste vraiment sur le fait que on n'est pas des athlètes, les mecs sont pas des athlètes, ce sont des guerriers, des combattants. Et là, la différence, c'est qu'un guerrier, un combattant, il s'adapte tout le temps, en fait. Son corps s'adapte. Nous, on appelle ça la sélection naturelle. Et on parle aussi d'une certaine désynchronisation dans le sens où tu prends deux personnes qui sont d'un niveau physique égal. Tu leur mets des contraintes de temps, des contraintes de sommeil, des contraintes de nourriture pendant une semaine. Et le vendredi, tu prends ces deux mêmes personnes qui, à la base, avaient un niveau physique égal, tu les mets tous les deux sur un parcours. Et ben, il y en a un, en fait, ça change rien parce que sur les parcours, il est bon et lui, peu importe les contraintes, il fait abstraction de tout ça et il y va. Et l'autre, par contre, bah, il sera pas bon parce que dire non, mais attends, cette semaine, j'ai bouffé de la merde, j'ai pas dormi, du coup, ben voilà. Et ça, c'est une sorte de. C'est des choses sur lesquelles aussi après on peut jouer quand on a le temps pour pouvoir justement faire que cette personne-là, on la mette au même niveau et qu'elle revienne à son niveau, peu importe les contraintes. Et par contre, sinon, bah, s'il peut pas, on lui dit bah voilà, c'est une sélection naturelle. En fait, t'es pas fait pour ce métier-là. Parce que là, ce que tu as vécu, tu vas pouvoir le vivre, mais et tu vas peut-être le vivre. Et quand tu vas le vivre, tu seras en équipe, tu seras pas tout seul. Donc, si dans un groupe, à un moment, on te dit t'es fatigué, mais il faut porter la 12-7 qui pèse 40 kilos, et tu me dis bah je peux plus la porter, bah comment on fait en fait? Parce que nous, on a aussi 40 kilos, et toi, tu me dis que t'es fatigué, donc ça marche pas. Hmm. Ouais. Donc, c'est vraiment un métier. Et comme je dis, c'est un métier, c'est une vocation. Tu rentres pas là-dedans, comme on dit hein, chez nous. Hein, c'est pas je vois de la lumière, je rentre et je vais essayer. Non, c'est une vocation. C'est pour ça qu'il y a que 10% qui sortent. Et c'est pour ça que c'est dur. C'est parce que c'est comme ça. Moi, je sais qu'avec le sommeil, ben, ça, j'étais fatigué, mais j'ai cette capacité et j'ai eu cette capacité, comme ce qu'explique Louis dans son bouquin. Si je dois fermer les yeux parce que je sais que je vais avoir une longue nuit, je me mets dans un coin, je vais fermer les yeux, je vais m'endormir. Je vais avoir un sommeil profond de 10 minutes, 5 minutes, mais je vais récupérer et je vais faire des micro-siestes et je vais récupérer et je serai pas fatigué. T'en as qui peuvent pas. T'en as, ils vont dire, bah, moi, j'arrive pas à m'endormir, il fait jour, je me mets dans un coin, je peux pas m'endormir. Bah ouais, bah, moi, je peux m'endormir. Ouais, donc, du coup, j'ai déjà un truc en plus, tu vois. Et, 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 et forcément, oui, on peut pas, encore plus dans les FS, je parle même dans l'armée tradie, mais encore plus dans les forces spéciales. Bah, les forces spéciales, voilà, des fois, quand tu vas sur des interventions, quand même, tu vas faire des choses, t'es pas dans un super lieu.
C'est pas comme dans les films où tu vas être peut-être dans une super chambre d'hôtel qui a été louée par l'armée, où tu vas être tranquille. Non, c'est pas ça en fait. Tu vas arriver dans un truc de merde, on va te dire tu vas rester là pendant 24 heures, tu vas faire ton briefing là, tu vas être sous la flotte, et puis dans la foulée, tu vas devoir faire une mission où tu as peut-être des vies que tu vas devoir sauver. Donc il faut que tu sois prêt tout le temps en fait. Donc pour moi, oui, c'est une force. C'est marrant parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression que on pourrait changer la thématique de notre conversation pour parler de l'entrepreneuriat. Parce qu'au final, c'est ça aussi, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu montes une boîte, tu dois être capable de t'adapter, de faire un maximum de choses avec rien et justement de te dire, ben, si ce soir, il faut pas dormir, si cette nuit, il faut pas dormir parce qu'il faut rendre un projet, il faut bosser dessus, et qu'il n'y a pas le truc de, ben, c'est bon, 17h, la journée est terminée, c'est toi qui es responsable de ton truc et tu es même responsable de tes salariés si tu en as ou de tes prestataires. Ça marche aussi en fait, c'est vachement intéressant. Ouais. Bah, exactement, tu vois? Bon, après, c'est pour ça aussi que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat avec tout ce que j'ai fait depuis, jusqu'à aujourd'hui, et ce que je continue à faire avec Andonora, avec plein, plein, plein de choses. Bah, c'est ça, et après tout le monde n'est pas fait pour, attention, hein. Certains, voilà, ils sont très bien, mais moi je suis plus dans cette partie-là, et comme tu l'as dit, tu es entrepreneur, et ben oui, tu es entrepreneur. Entrepreneur, c'est quoi? C'est pas de suite, la maison à 3 millions et ceci, non, c'est les galères, et voilà, et de toutes ces galères, bah, tu apprends et tu apprends et tu es tenace, et voilà, comme on dit, il faut crocher dedans, et je le dis tout le temps, rien n'est facile, rien n'est facile, mais rien n'est impossible. Et même si on échoue, c'est pas grave, il faut juste se relever, apprendre de ses erreurs et continuer et continuer et continuer. Après, il y a pas de, c'est une sorte de, c'est une philosophie de vie en fait, tu vois. Et quand tu disais tout à l'heure en début de podcast, qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça, moi ça m'a appris en fait, il n'y a pas de situations il y a pas de situation difficile, peu importe, tu vois. Il peut y avoir des situations, mais je veux pas dire que je vais gérer toutes les situations facilement, mais je veux dire, il peut se passer un truc. En fait, dès le départ, même si tu vas me dire, je vais te dire, ok, on va trouver une solution, t'inquiète, on va trouver quelque chose. Et après, on va trouver quelque chose. Et on va vraiment, et on va trouver quelque chose, mais on va bien le faire. Et de manière à te montrer que oui, il y a toujours quelque chose à faire. Mais après, il faut accepter plein de choses. Tu sais, quand j'ai quitté la marine, euh, quand j'ai, quand j'ai quitté la marine, en fait, moi, pour revenir sur cette partie, même si dans le podcast, je sais, on n'est pas sur la même question, mais j'ai quitté la marine, en fait, tu vas rigoler, mais c'est pas par choix. C'est parce que j'ai deux pauvres types qui étaient pour moi, voilà, deux incompétents qui me géraient dans la partie sport, quand j'étais responsable de la cellule sport de combat, on a créé beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses avec les commandos. Et du coup, on avait fait tellement de choses que dans le système de la Marine nationale, tous les 3 ans ou 4 ans, tu dois bouger en fait. Et quand je suis arrivé comme on dit, c'est le rendez-vous avec mes gestionnaires, je leur dis, bon ben voilà, je suis content parce que tout ce qu'on a mis en place, je suis le premier moniteur de sport. Après, à partir avec les mecs en opérationnel sur une mission en Afrique, sauter avec eux en parachute, être le coach un peu à l'américaine, c'est-à-dire que les SEALs sont leurs coachs sportifs. Là, il y avait leur coach sportif, un mec en plus qui connaît le métier. Donc, c'était une bande de potes avec le mec qui avait maintenant les compétences sportives. Donc, plus pas, ils sont déjà tous physiques, mais plus après, voilà, quand tu as travaillé tel et tel truc, quand tu as travaillé la nuit, on va faire ça, optimiser leur potentiel en fait. Et du coup, quand je leur dis ça, ils me disent oui, non, mais du coup, ouais, vous avez mis beaucoup de choses en place, et après, maintenant, pour vous remplacer, parce qu'il y a personne il faut avoir les mêmes compétences. Je dis bah ouais, mais après, voilà, je comprends pas en fait, justement, c'est cool. Elle me dit oui, oui, mais on va voir. Bref, ils étaient partis dans un truc, et puis à un moment, il manquait un sport de combat à Cherbourg, donc au bureau sport de Cherbourg, et puis ils me disent bon ben, on va pas pouvoir te prolonger. En plus, comme je n'étais pas d'accord avec eux sur certaines choses, et il y a une place qui va prendre chef de bureau à Cherbourg. Et je leur dis chef de bureau à Cherbourg, mais je dis qu'est-ce que je vais faire à Cherbourg? Elle me dit tu vas prendre chef de bureau, sport de combat. Mais j'ai dit, mais je vous ai dit que j'étais content en plus, et ce qui était bien, c'est que j'avais gardé mes compétences opérationnelles, et j'ai rajouté des compétences sportives. Et là, il me répond, il me dit bah ouais, mais t'avais qu'à rester au commando si tu veux les garder que tes compétences opérationnelles. Mais je dis, mais c'est pas, je dis, je vous ai pas parlé de ça justement, je vous ai dit la complémentarité entre les deux. Et il me dit, non, mais c'est comme ça, t'iras. Et puis là, en fait, je sais pas, ça a vrillé parce que ça me saoulait d'avoir deux gars en face comme ça qui étaient toujours dans leur ancienne marine, voilà, où tu fais tes trucs et on n'optimise pas ce que tu dois faire.
bah, je leur ai dit que je démissionnais. Et là, pareil, ils m'ont pris un peu de haut en disant: «Ben ouais, t'as que 16 ans de marine, tu vas démissionner, tout le monde nous dit ça, mais personne vraiment le fait». J'ai dit: «Si, je vais démissionner». Et 2 jours après, je suis parti, j'ai posé ma démission. Donc j'ai démissionné, je me suis retrouvé, 4 mois sans chômage, à 0 €. Voilà, et puis, comme j'ai dit, c'est pas grave, j'étais prêt à bosser à l'usine s'il fallait remplir les fins de mois, mais du coup, comme je connaissais beaucoup de monde et cetera, j'ai été aspiré par Terex International, je suis devenu formateur et du coup, quelque part, si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est grâce à 2 cons qui m'ont poussé un moment vers la sortie sans le vouloir. Et voilà, et je suis content parce que maintenant la marine continue à faire appel à moi pour certaines choses. Mais maintenant, c'est payant et je suis monsieur Teddy Palassi et voilà, quoi. Hmm. Ouais, c'est excellent. Excellent. Euh, Justement, le fait d'avoir eu tout ce parcours, ça t'a aidé à trouver du boulot facilement derrière? Comment ça s'est passé pour tes employeurs, par exemple? Alors c'est pareil, c'est marrant dans un sens, c'est que je n'ai jamais passé un seul entretien d'embauche, ni un CV pour mon boulot, en fait. J'ai jamais, tu vois, j'ai jamais. C'est toujours des gens qui m'ont recommandé, qui ont voulu me récupérer pour pouvoir, augmenter soit l'expertise dans quelque chose ou apporter tout mon tout mon savoir-faire, ma partie relation, mon portefeuille client, les gens, voilà. Donc, j'ai jamais passé un CV. Quand je suis allé chez TRX, c'est parce que j'ai rencontré le gars qui gérait TRX, mais de la partie club sportif. Je lui ai dit, bah voilà, nous on utilise le TRX dans l'armée, je sais que ça vient de l'armée, mais vous n'êtes pas implanté dans l'armée. Et moi, je suis capable de vous rapporter un client qui vient du ministère de la Défense, qui sont les opérationnels. Et en plus, ça va donner une image du TRX chez au RAID, du TRX chez les commandos marines. Donc, ok, donc je suis parti dans la foulée. En République tchèque, j'ai passé mes niveaux avec les Américains, etc., etc. Et je suis devenu le premier formateur TRX Force pour toute l'armée, police, pompiers et sportifs de haut niveau sur la France. Et à partir de là, j'ai formé plein d'unités. Et à partir de là, après, il y a des médias qui sont intéressés sur différentes choses. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, ben, le réseau grandit, grandit, grandit. Puis après, tu reçois des coups de téléphone en disant, bah, tiens, j'ai besoin de toi pour un truc comme ça. Ok, pas de souci. Et en fait, c'est moi qui me rendais disponible en fonction des demandes. Et puis voilà. Excellent, excellent. Euh, Écoute, on a parlé de pas mal de choses. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut s'engager notamment dans les forces spéciales et qui réfléchit, qui suit des gens comme toi, qui suit des gens aussi comme Alex, comme Joanne Lara, tout ça, Louis Saillant. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ce jeune-là? Moi, ce que j'aimerais dire à ce jeune-là, c'est de, quoi qu'il arrive, de s'écouter lui, en fait, et de croire en lui, de pas et de faire abstraction de tout ce qu'il va pouvoir entendre, de négatif par rapport à son projet. Je m'explique. Sur 10 personnes dans son entourage, quand tu vas dire ce que tu veux faire, tu en as allez, on va dire entre 5 et 8 qui vont de suite trouver une façon de ne pas faire, en te disant: «Non, mais c'est pas fait pour toi. Non, mais c'est pas possible. Non, mais regarde, t'es trop maigre. Non, mais t'es trop con à l'école», et cetera, et cetera. Par contre, si toi, tu sais ce que tu veux faire, bah, prends toute cette négativité des gens, transforme-la justement en rage et va au bout de tes objectifs, fonce et fais. Et en fait, tu ne peux avoir des regrets que si tu as essayé. Il ne faut pas en avoir si tu as pas essayé. Parce que les regrets, quand on n'a pas essayé, c'est trop facile puisqu'on n'a pas essayé. Donc, voilà, c'est ce que moi, en fait, c'est ce que je dis aux jeunes tout le temps, c'est vous, en fait. C'est n'écoutez personne. Moi, si j'avais dû écouter tout le monde, en fait, je n'aurais jamais fait cette carrière puisque dès le départ, personne croyait, personne croyait en moi dans l'entourage quand j'ai dit que je voulais faire commando marine. Et du coup, ben, j'ai fait commando marine. Donc, voilà. Donc, peu importe, pilote de chasse, pilote d'hélicoptère, prendre la place de Thomas Pesquet, machin, c'est votre rêve, c'est votre objectif. Foncez. Si ça marche, eh ben, c'est parce que vous êtes donné les moyens et tout était aligné pour réussir. Si ça marche pas, c'est pas grave. Soit on réessaye, ou soit on se réadapte, mais au moins on a essayé. Voilà, faut pas faut surtout pas avoir de regrets. Ouais. Ouais, parce que sur le chemin, on aura forcément appris quelque chose qui sera utile pour la suite et ce sera Exactement. que du positif, Sur quoi. le Exactement, voilà, c'est, c'est comment dire? C'est, vraiment, 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 vraiment vous et vous-même, en fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes votre seul concurrent. Il y a que vous qui vous mettez des barrières, c'est personne d'autre. Faut jamais laisser quelqu'un vous rabaisser ou vous dire non.
croyez. Et une fois de plus, hein, quand j'ai commencé, il y avait vraiment des mecs que j'ai vus hyper balèzes, hyper physiques. J'arrivais à 18 ans, il y avait des mecs, c'était des anciens gendarmes, c'était des armoires à glace. J'avais vraiment un gabarit chétif par rapport à tous ces mecs-là. Mais si on devait faire un retour en arrière, sur cette même section, on était 73 avec l'instructeur. L'instructeur n'aurait jamais parié sur moi, plus d'autres copains. Et dans mes copains, il y en a qui ont terminé chef de groupe à Uber, d'autres qui sont partis, qui sont toujours au commando, d'autres qui sont comme moi, etc. Et à côté de ça, ceux qui étaient, certains qui étaient les plus physiques, les plus carrés, tout ce que tu veux, les mecs, c'était le militaire né, ils n'ont jamais réussi dans les forces spéciales et ils sont jamais rentrés chez nous. Ouais. Bah écoute, c'est un super conseil que tu nous as donné, enfin pas qu'un pour le coup. Merci pour cet échange, merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi, en espérant que voilà, c'était pas trop. Parce que des fois, tu sais, quand on parle, on se perd un petit peu, même si j'essaie de revenir à la question et de garder une ligne directrice, mais il y a tellement de choses à raconter tellement de choses à raconter pour motiver, donc voilà. Ça pourrait être l'occasion de faire une suite à cet épisode si ça te dit dans l'avenir. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.